La deuxième table ronde. Et donc, merci à Eric Sala de nous rejoindre. Eric Sala représentera les usagers. Il est co-directeur du DU Démocratie en Santé à l'Université Pierre et Marie Curie. Emmanuelle Gomez est infirmière coordinatrice. Pascal Gendry est médecin en Mayenne. Il est président de la Fédération française des maisons et des pôles de santé. Et Pascaline Boudou-Roquette est praticien hospitalier dans le service du professeur François Goldwasser à Cochin. Et la table ronde sera animée par Caroline Aparicio, responsable médicale de la PAS de la Riboisière et trésorière adjointe du collectif national des PAS, et Guillaume Chenel, qui est directeur adjoint à l'Institut Gustave Roussy, si je ne me trompe, et qui était précédemment directeur adjoint du centre hospitalier de Saint-Denis. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur les 3 mots qui ont animé notre matinée adaptation, coopération et confiance. Et nous avons parlé beaucoup ce matin de l'hôpital, des liens entre la PAS et l'hôpital, entre les médecins et les directeurs d'hôpitaux, les cadres, les infirmiers, les assistants sociaux. Et nous avons montré que ces liens nous permettaient d'être plus performants. Et je pense que l'hôpital est à ce jour à un moment où il faut aller vers l'autre. Et cet après-midi nous permet de parler d'expériences justement des usagers, comme on a déjà commencé à en parler ce matin, des maisons de santé, des expériences de coordination de réseau et d'expériences d'un médecin hospitalier qui a déjà beaucoup travaillé sur ces réseaux. Il me semble que même si ça a déjà commencé, non seulement ces réseaux sont pertinents, mais il y a la question de l'animation de ces réseaux et que cette question va être au centre de notre problématique. Donc je vous propose de chacun nous parler de votre expérience et puis qu'après cela, nous discussions avec la salle. Eric Sala. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être court et de ne pas m'égarer comme tout usager qui aurait beaucoup de revendications à avoir dans la tête. Comme l'a dit tout à l'heure le Dr Claire Georges, je m'occupe depuis 2 ans d'un diplôme de formation des usagers à la représentation des autres usagers. Et à vous écouter depuis tout à l'heure, je me suis aperçu, je le savais, mais ça confirme une chose, c'est que vous avez des débats éthiques liés à la contrainte financière. Et je parle en mon nom propre. Je suis assez ému d'ailleurs. Ma première promo l'année dernière, j'ai découvert avec horreur que ceux qui étaient mandatés pour nous représenter, je parle de nous, citoyens usagers du système de santé, ne partageaient pas les valeurs qui vous animent à l'heure actuelle, pour 50% d'entre eux. Et je peux vous dire que ça a été un choc dans ma vie, absolument incroyable. Moi, je suis redevable au système de santé français d'être vivant. Je ne vais pas tomber dans l'armoyant, mais ça m'a profondément choqué. J'ai perdu 22 kilos en 1 an. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'on introduit le pouvoir de l'usager du fait de la contrainte économique et des approches dites collectives de représentation, et une partie de nos représentants ne vont pas vous aider dans la, dans la fluidification des parcours. Et ça, je le ressens de manière extrêmement importante. Et j'en suis désolé de parler de ça, mais je suis obligé de le faire parce que c'est un premier point. Une partie de la population qui est en charge de la représentation d'une autre partie de la population est en train de se braquer pour des raisons que vous imaginez bien. Ça, c'est le premier point. Derrière tout ça, on va poser le problème du cas de ce qu'est un patient complexe. La complexité hospitalière n'est probablement pas celle qu'on retrouve en ville.
et je laisserai le médecin généraliste qui est à côté de moi en parler. Mais quand on a des cas de complexité hospitalière qui nous arrivent, puisque je suis administrateur d'un réseau de coordination de soins sur 4 thématiques, dont la première c'est l'accès aux soins en ville. On est très heureux que vous les ayez chez vous, parce que quand ils arrivent chez nous, en ville, comment je fais pour faire prendre en charge une personne qui n'a plus de droit, ou qui n'en a pas, ou qui n'en a pas d'ouvert. Et j'ai rien contre les libéraux, comprenez-moi bien, sauf qu'eux-mêmes ont des difficultés économiques, de temps à gérer, et qu'il faut qu'ils se fassent payer. La problématique que nous avons, nous, à l'heure actuelle, en tant que représentants d'usagers, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est de suivre la complexité de l'organisation administrative et financière qui a été mise en place sur chaque cas. Vous imaginez bien qu'on n'y arrive pas et qu'on a des représentants d'usagers qui deviennent des staccanovistes du militantisme, ou des gens qui vont écarter une partie des populations. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été le bon témoin par rapport à cela, mais c'est une réalité auquel je me heurte tous les jours. Je vous laisse la parole. Je pourrais en parler 10 heures, hein, mais bon, voilà. On a très peu de temps. À vous. Bonjour, je suis ravi d'être là, au milieu de tas d'hospitaliers, et qui est un acteur des soins primaires au milieu de ces tas d'hospitaliers. C'est un bonheur pour moi. Vous parliez de valeurs. Je pense qu'on a des valeurs communes, en tous les cas. Donc, je suis médecin généraliste. J'interviens je suis administrateur d'une maison de santé avec 60 professionnels dans la verte campagne de la Mayenne. Et puis, pour vous dire qu'on peut avoir des valeurs partagées entre un médecin généraliste libéral et puis le monde de l'hôpital, la maison de santé, elle est adossée à un hôpital de proximité, avec des locaux communs, des espaces communs, et notamment une représentation d'usagers commune. Donc il y a possibilité à partir du moment où on a des valeurs communes, de travailler ensemble. Je vois que l'hôpital réfléchit, mais le monde de la ville aussi réfléchit, et en pleine mutation. Avec... je ne sais pas si vous en avez conscience, mais jusqu'à ce jour, il y a encore 85% des professionnels de santé de ville qui travaillent en exercice isolé. 85%. Ça veut dire qu'il y en a 15% qui travaillent en exercice coordonné, regroupé, pluripro. C'est insuffisant, notamment pour prendre en charge les défis de la population qui se posent à nous, celui du vieillissement de la population, celui du développement des pathologies chroniques, celui clairement du développement de la précarité, et celui de l'accès aux soins. Ce qui nous unit, ces professionnels de santé qui sont dans le monde de la constitution d'équipes de soins primaires, c'est de partager un projet commun, un projet de santé commun. Et on peut le partager avec d'autres. On peut le partager, quel que soit le statut des centres de santé, ils partagent entre eux. Ce sont des professionnels salariés, des professionnels libéraux, quelles que soient leurs contraintes financières, peuvent aussi s'intéresser aux problématiques d'accès aux soins sur un territoire et aboutir à un projet d'équipe de soins primaires coordonnés. Pourquoi l'objectif ? C'est de mieux répondre aux problématiques d'accès aux soins complexes, et puis de prendre en charge ces situations complexes qui sont impossibles à prendre en charge tout seul, en fait. Un point important, c'est on est en train de passer dans ces équipes de la notion de médecin traitant à la notion d'équipe traitante, avec clairement, il est impossible à un médecin généraliste ou à une infirmière libérale de prendre seul en charge un patient diabétique, voire même des précarités. C'est absolument impossible de le faire tout seul. Et comment on fait pour prendre en charge un patient qui est passé par les urgences ou qui sort après une hospitalisation dans un service hyper spécialisé au bout de 2-3 jours, si on n'est pas coordonné, si on n'est pas structuré? Et là, le défi que se pose aux équipes de soins primaires, c'est de se structurer, s'organiser pour répondre à ces défis qui sont absolument majeurs. Ces équipes,
vont aussi réfléchir à une grosse problématique qui est celle de l'accès aux soins, mais aussi de la réponse à la demande de soins. Pas la peine d'être médecin pour se rendre compte que trop de nos usagers atterrissent aux urgences. Le fait de réfléchir ensemble à comment on peut s'organiser fait que, certes, des patients arrivent aux urgences, mais certes aussi une équipe de soins primaires peut se donner des objectifs pour essayer de limiter le passage à ces urgences. Donc c'est des objectifs partagés communs, avec des outils communs. La réflexion autour des systèmes d'information communs. Jusqu'à présent, les professionnels de santé travaillaient en étant isolés et n'avaient pas d'outils de partage entre eux, entre un médecin, une infirmière, un kiné. Dans ces équipes de soins primaires qui sont en train de se constituer, il y a 1000 maisons de santé en France, il y a à peu près autant de centres de santé. L'objectif, c'est de les doubler dans les 5 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. J'espère qu'on va y arriver. Ces équipes ont des outils qui sont partagés, un système d'information partagé. Mais le grand défi, c'est aussi qu'on soit dans la continuité des parcours. Et là, on a un enjeu fort de lien entre la ville et l'hôpital. Pas simplement sur les systèmes d'information, mais sur nos relations et aussi sur notre considération réciproque. Considération réciproque, ça veut dire aussi que l'hôpital doit se rendre compte qu'un patient, pour qu'il retourne à domicile, il doit, si c'est possible, on doit prendre contact avec l'équipe de soins primaires et pas simplement avec le médecin traitant pour son retour à domicile. Et là, on a une méconnaissance réciproque très importante. On a perdu, nous, professionnels de santé, l'habitude de travailler avec l'hôpital. Ça fait quelques années qu'on l'a quitté. Mais je crois que l'hôpital a une méconnaissance forte des systèmes d'organisation nouveaux qui se déroulent dans les territoires en proximité. Et ça, on a vraiment des choses à faire ensemble. Les maisons de santé, les équipes de soins primaires commencent à s'organiser avec l'intégration d'infirmières. Alors là, tout à l'heure, il y a une infirmière de pratique avancée qui va parler, mais on a aussi des infirmières parcours, des infirmières qui ont ces pratiques avancées, qui organisent les parcours de nos patients. Et de plus en plus d'équipes réfléchissent à l'intégration de médiateurs sociaux. J'ai entendu parler tout à l'heure d'interprètes, mais en fonction des territoires, c'est nécessaire, d'interprètes ou de médiateurs sociaux à intégrer dans les équipes. La problématique, c'est le financement. Et là, clairement, il faut le dire aussi, l'histoire, puis en plus c'est le lieu pour le dire, l'histoire des emplois aidés pour intégrer des médiateurs sociaux dans les équipes, c'est parfois un peu compliqué à entendre pour nos équipes de maisons de santé qui ont, dans leur projet de santé, intégré des choses. Donc le lien à l'hôpital, c'est vraiment réfléchir sur des partages autour des parcours, partage autour de l'architecture, c'est important. Et le dernier chose, c'est partage autour d'actions partagées sur un territoire, d'actions de prévention, d'actions d'éducation à la santé. Nous avons intérêt à avoir un discours commun. Donc moi, je peux continuer. Je suis infirmière puéricultrice, infirmière de pratique avancée en exercice libéral. Donc je rejoins ce que dit M. Gendry dans le fait qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on s'unisse. Je peux vous proposer un cas concret qu'on peut rencontrer en ville lorsqu'on est un libéral isolé, que ce soit le médecin, l'infirmière. C'est un patient tout simplement polypathologique qui sort de l'hôpital avec une annonce de cancer, qui était donc diabétique, sous antivitamine K, une insuffisance rénale chronique, qui du coup rentre avec une prescription d'une quinzaine de jours pour des anticoagulants en sous-cutané, et qui rentre chez lui, 80 ans, qui rentre chez lui sans que le médecin traitant n'ait encore eu les résultats de l'hospitalisation. On lui dit de contacter une infirmière pour pouvoir faire les injections, qu'il aura des prises de sang, qu'il reviendra à l'hôpital. Et nous, on arrive, les professionnels de terrain, de ville, on arrive chez un patient comme celui-ci qui est complètement démuni. Nous n'avons aucune information puisque en tant qu'infirmière, on ne reçoit aucun compte-rendu, on ne reçoit aucune fiche de liaison. Donc nous ne pouvons qu'écouter ce que le patient peut nous dire de ce qu'il connaît de son parcours et de sa maladie.
Et on en arrive parfois à des situations hallucinantes où c'est des patients qui retournent à l'hôpital un samedi parce qu'il n'y a pas de médecin généraliste pour pouvoir assurer la continuité des prescriptions, ou alors c'est le médecin de garde, ou alors c'est le SAMU qu'on appelle pour... donc c'est de l'argent que les PASS n'ont pas finalement aussi, si on va par là. C'est de l'argent de dépenser, et c'est de l'argent de dépenser pour... Finalement, en modifiant pas grand-chose, simplement une liaison entre l'hôpital et la ville, une liaison mieux coordonnée pourrait avancer ça. À l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est plus ou moins possible, je pense, dans les maisons de santé parce qu'on rencontre encore des ruptures. Mais la majorité, comme disait M. Gendry, 85% des libéraux travaillent seuls. Donc c'est 85%. C'est les patients qui touchent ces 85% de libéraux qui se retrouvent dans des situations complexes et non prises en charge, en fait. On en est là à l'heure actuelle, et M. Salah le disait aussi, j'ai l'impression qu'on tourne tous vers la même chose, c'est que le patient, au milieu de tout ça, le patient, lui, il a sa complexité. Je peux vous parler d'un autre cas qui est tout simple. La complexité pour un patient, c'est quoi? La complexité dans une PASS, elle est énorme. Vous rencontrez des patients qui sont en rupture de droit, qui sont souvent migrants, qui ont des problèmes de logement. La complexité pour un patient, elle commence le jour où il se fait une fracture de jambe, qu'il a 3 étages à monter pour rentrer chez lui. Pour lui, la complexité, elle est là, parce qu'il va falloir rentrer chez lui à un moment donné. Comment est-ce qu'il fait? Pour lui, c'est complexe. Et c'est ces dimensions différentes, c'est ces paires de lunettes différentes qu'on a tous, qu'il faut pouvoir réunir à un moment donné pour pouvoir faire avancer la chose et effectivement apporter de l'efficience aux soins aussi. On a parlé d'adaptation et de financement, mais finalement, est-ce qu'entre les deux, on n'a pas une efficience à avoir et à réfléchir ensemble, en fait? Je vais peut-être simplement réagir à ce stade pour constater toute une série de bonnes nouvelles. La première, c'est que des moyens, visiblement et globalement, il y en a, au niveau macro. C'est-à-dire que tous les dispositifs semblent exister. Les valeurs, elles semblent communes et partagées au regard de ce qu'on peut entendre de la part des professionnels et la façon dont les usagers les véhiculent tels qu'ils les attendent dans leur prise en charge. Et l'autre point, c'est qu'on voit également que là où les hospitaliers auraient tendance à penser, et combien de fois il m'a fallu moi l'entendre à Saint-Denis, que l'hôpital était un peu la dernière roue du carrosse social, faute de relais en ville, paraît-il, on a une contre-démonstration qui est assez massive. C'est-à-dire que finalement, votre ressenti à vous et à ce stade, il est de dire... On est sur une récurrence qui est plus faible, on n'a pas la massification de l'ensemble des cas précaires qu'on peut rencontrer à l'hôpital, mais donc du coup sur les prises en charge que l'on rencontre, on constate un défaut d'information, un défaut, le cas échéant, d'ouverture de droit tel qu'il aurait pu être appréhendé très en amont du parcours, et on se retrouve dans une situation d'immédiateté et d'impasse, les deux coordonnées. Donc la seule coordination des deux sujets, c'est l'immédiateté et l'impasse dans laquelle vous semblez être. Pour autant, je vais donner la parole à l'hospitalière de cette table pour mieux rebondir sur la façon dont finalement les solutions elles semblent au bout de cette table ronde. Je ne peux pas voir ça autrement. Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais parfaitement illustrer ce cas. Donc moi je suis médecin oncologue à l'hôpital Cochin et j'anime depuis 5 ans une RCP qui est dédiée à l'évaluation des besoins et des risques avant de mettre en place un traitement, que ce soit de chimiothérapie, mais également un programme de radiothérapie ou de chirurgie chez des patients dits complexes. Donc c'est typiquement le patient qu'on va arriver en consultation. Donc c'est facile en théorie de savoir quelle thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut faire, sauf qu'il est très comorbide, pas une comorbidité, mais 2, 3, 4, 5 plus ou moins sévères, avec... plein de médications, où il est très âgé, et il y a en plus souvent des facteurs de vulnérabilité soit psychologiques, voire psychiatriques, et sociales. Et donc dans une consultation d'oncologue, clairement on n'a pas ni le temps, ni les compétences d'évaluer et d'appréhender toutes ces problématiques. Donc on a été mis en place depuis 5 ans, une fois par semaine, un hôpital de jour où en fait ce sont les professionnels qui viennent
auprès du patient. Donc lui, il est installé dans un box et il va voir la cardiologue, il va voir l'endocrino, diabétologue s'il est diabétique, l'anesthésiste s'il y a une chirurgie de programmée. Et ça dure une bonne partie de la journée. Et à la fin, on se réunit et on essaye de faire un peu une synthèse de ce que chaque spécialiste a dit, ce qui permet tout de suite d'échanger entre les différentes spécialités et de savoir à la fin de prendre une décision à la fois sur le plan oncologique, mais également d'anticiper tout le parcours de soins et d'éviter la complication, le recours aux urgences, tout ce qui va se passer si on a décidé au final de faire la chimiothérapie. Et il y a également une partie infirmière, parce que pour ces patients, donc qui représentent une partie de tous les patients qui viennent, il y a une infirmière coordinatrice qui va justement se mettre en contact avec l'infirmière, qui sont souvent une infirmière, pour essayer de coordonner tout ce parcours, de transmettre les informations, parce qu'effectivement, c'est souvent la difficulté chez ces patients très lourds, c'est qu'ils vont voir, s'ils ont l'accès à un spécialiste, puis à un autre, mais personne ne se parle entre eux, personne ne parle à l'oncologue ne parle pas aux autres. Donc on arrive à des complications, des patients qui se retrouvent tout seuls ne sachant pas quoi faire, et les urgences ou le médecin traitant qui, lui, non plus, n'en sait pas plus, puisqu'il n'a pas été informé de toute cette synthèse. Non seulement il n'a pas été informé, mais il n'a pas été souvent... on ne lui a pas demandé son avis sur la décision qui va être prise, d'ailleurs. C'est extrêmement rare que le médecin traitant, souvent, ou l'équipe traitante, je répète ma notion d'équipe traitante, souvent adresse le patient... souvent, le diagnostic est souvent fait, d'ailleurs, et l'adresse au centre de cancéro. Mais avec ces RCP, on reçoit toujours le résultat de la RCP. Mais jamais, au grand jamais, mais sauf sans doute à Cochin, il est demandé l'avis sur le vécu des comorbidités auprès du médecin traitant, ou même de comment il se débrouille avec son insuline et comment ça va se passer, la gestion de son insuline, une fois la chimiothérapie mise en route, quoi, en fait. Et donc ça, oui, on peut se réfléchir autour de la coordination. Les oncologues ont développé des outils très intéressants avec le dossier à domicile, qui est très intéressant quand il se passe une complication ou avec un numéro d'accès. Mais sur la prise de décision, tout à l'heure on parlait de décision collégiale, il y a encore beaucoup de travail à faire collectivement. Oui, moi j'étais impressionnée que vous disiez que finalement vous passiez de l'hôpital, tout à l'heure vous l'avez dit, c'était assez fort. Vous avez dit, nous, on est organisés, on a nos médiateurs sociaux et tout ça. J'ai une question à vous poser à vous tous. Qui devrait être l'animateur, du coup, parce qu'on sent bien que cette coordination, elle est nécessaire, mais ça pose la question de l'animation pour qu'elle ait du sens, puisque pour vous, quel serait l'animateur ? Actuellement, elle est dévouée au médecin traitant. La loi dit que le médecin traitant est le coordinateur des soins. Or, on est dans une problématique de désertification médicale, avec des consultations qui sont de plus en plus courtes. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Et donc, en fait, le médecin, il n'a pas forcément le temps de coordonner tout ça. Le médecin, il n'a pas forcément le temps de passer du temps, justement, auprès du patient pour évaluer toutes les comorbidités, pour savoir comment est-ce qu'il vit au domicile, à la maison, effectivement. Et ça pourrait être effectivement un transfert de coordination vers quelqu'un de l'équipe de soins. Encore faut-il que le système médico-centré veuille bien se décentrer. Non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, je pense qu'il y a à inventer justement dans ces équipes de soins primaires. Je ne suis pas sûr que ce soit le médecin traitant qui soit... il est coordinateur de la prise en charge médicale, mais il est sûrement pas coordinateur des parcours. Et c'est beaucoup trop compliqué, quoi, en fait, et trop chronophage. Et je pense que des équipes ont déjà mis en place ce que je disais tout à l'heure, des binômes ou sur une fonction, ceux qui bénéficient de fonds expérimentaux, d'ailleurs, parce qu'il faut financer ces postes. Ça c'est un point très très important. De gestionnaires de cas, gestionnaires de parcours. Et je pense que notamment les évolutions
de formation et de la compétence des infirmières pourrait faire, dans le cadre des pratiques avancées, d'excellentes gestionnaires de parcours au sein des équipes de soins primaires, pour faire le lien entre les parcours de ville et les parcours hospitaliers, qui est le même parcours d'ailleurs. Madame Zouka, tout à l'heure, parlait de système intermédiaire. L'infirmière de pratique avancée, elle se situe dans ce système intermédiaire entre l'infirmière, le médecin. Donc on est sur un bac+5. Je vous parle d'un positionnement international à l'heure actuelle, puisqu'en France, on a la loi qui a acté le métier de pratique avancée, mais les décrets, on est au ministère de la Santé, ils vont peut-être un jour arriver. Donc l'infirmière de pratique avancée, elle se situe dans ce système intermédiaire entre les deux. Ce qui se passe à l'étranger, c'est une infirmière qui rencontre des patients, qui fait des renouvellements de prescriptions sur des patients chroniques, qui peut faire des prescriptions d'examen également, ce qui permet aux patients d'aller plus vite, puisque avec son ordonnance, il peut aller faire son examen et retourner chez le médecin pour avoir un diagnostic médical. Ça permet de libérer du temps médical, ça permet de libérer du temps aux patients, d'aller plus vite sur les prises de diagnostic, en fait. Donc ce système intermédiaire, il est en train de se mettre en place en France. La façon dont on va l'utiliser, et ce système intermédiaire, il sera là en hospitalier, mais aussi en ville, pour pouvoir effectivement travailler en coordination et en collaboration. Oui, je rejoins complètement ce que vous dites tous les deux. Effectivement, les infirmières coordinatrices sont vraiment au centre. Hein. C'est à la fois elles qui recueillent tous les besoins et tout ce qui ne va pas auprès du patient, qui font lien avec le médecin traitant, avec les autres professionnels. Et donc, elles ont également la double casquette d'être au moment de l'évaluation, au moment du parcours de soins, mais également de suivi, par exemple, ça existe dans plusieurs centres, il y a de plus en plus de thérapie orale, et il y a de plus en plus d'infirmières qui font du suivi de thérapie orale, qui font des prescriptions, et qui... exactement, ouais. J'ai peut-être une ultime question à poser à Monsieur Salah, c'est-à-dire que finalement, face à ce millefeuille administratif qui perd et perd et perd encore le patient, est-ce que si on s'organisait collectivement, parce que forcément j'imagine une régulation, j'imagine un financement, et donc j'imagine le moyen le plus court pour aller du point A au point B, parce qu'à un moment il faut que la prise en charge soit un peu performante, est-ce qu'on pourrait envisager que le patient, pour bénéficier d'une meilleure lisibilité, puisse être un peu contraint dans son parcours ? Patient et contrainte. Alors, comment pourrais-je expliquer ça ? L'expérience personnelle que je porte sur l'ensemble du système, c'est qu'il existe un nombre incalculable de, comment dirais-je, de réponses qui ont été proposées ces dernières années. Alors, on parle de maisons de santé pluridisciplinaires, on parle de plein de systèmes qui sont expérimentés, etc. Donc il existe des réponses en termes d'offres de soins. La problématique, c'est que ces réponses ne répondent qu'à des critères précis de prise en charge. Et je rappelle simplement que ces dernières années, on a, on va dire, explosé le secret médical en ouvrant le dossier médical au sanitaire, mais aussi au médico-social et au social, en ville. C'est l'année dernière, ça, hein, faut pas oublier. Et que la mise en application, c'est ce qu'on appelle globalement les plateformes territoriales d'appui, qui sont des coordinations pour les cas extrêmement complexes en ville. Donc toutes les réponses sont envisagées, tout est potentiellement possible. La seule chose, c'est que vous parlez de contraintes du parcours pour les patients. Encore faut-il que ce patient puisse être positionné dans un parcours. Et combien de cas ai-je à traiter de gens qui sont parfaitement pris en charge par les dispositifs que vous représentez et à qui je dois trouver un hébergement au moment où ils sortent. Et c'est ça mon quotidien. C'est pas que je suis assistant social.
C'est simplement que la partie médico-sociale n'a pas été totalement traitée dans le cadre d'une prise en charge complexe hospitalière. Je comprends vos contraintes, mais nous avons les mêmes contraintes vis-à-vis du monde libéral que j'ai à côté de moi. Et après, c'est un problème de particularité, de personnalité de chaque directeur de réseau ou de pratique avancée ou de tout ce que vous voulez. Une personne en charge de ce type de dispositif en ville et qui connaît parfaitement son terrain a la capacité de mobiliser toutes les solutions possibles. La problématique que nous avons, c'est que le grand sujet à la mode, c'est les systèmes d'information. J'aimerais quand même que l'on se pose la question d'un point de vue éthique, qui non pas finance ces systèmes, mais qui va avoir la gouvernance de ces systèmes d'information. Je retourne la question. Effectivement, on peut contraindre le patient à avoir un parcours, mais qui va avoir la main sur l'information permettant au patient d'être dans son parcours. J'aimerais pas avoir une ubérisation de la santé telle qu'on peut le voir, c'est-à-dire au premier sorti avec le bon cadre qui correspond à toutes les cases, il va avoir une offre de soins en ville. Dès qu'il y a un problème dans le dossier, je pense que les fameuses plateformes territoriales d'appui vont avoir beaucoup de difficultés à trouver la prise en charge de ville potentiellement utile pour le patient en question. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et à l'heure actuelle, et veuillez m'en excuser, deuxième bombe, deuxième bombe en tout cas pour moi, qui va avoir la gouvernance de ces systèmes d'information en ville? Qui est le garant éthique du fait que l'on ne va pas trier les patients et qu'ils ne vont pas retourner chez vous dans une situation encore plus complexe? Tout à l'heure, monsieur disait, je recule le soin pour trouver une solution ailleurs. Ça va être exactement la même chose. Et on va se retrouver dans des situations de précaires, de plus en plus précaires, et avec des gens qui, comme moi, ne sont pas formés à l'accompagnement de cas désespérés, si je puis me permettre. Parce que, je rappelle une chose, on oublie, là on est dans un monde hospitalier, on parle de l'hospitalier et du soin et du sanitaire. Je rappelle qu'il y a une forte poussée de la représentation des usagers. On attend 25 000 nouveaux représentants d'usagers dans les années qui viennent. Nous ne sommes ni formés ni financés pour servir de contrebalance, pour contrebalancer les effets pervers d'un système économiquement contraint. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions nombreuses? Je vais passer, et en même temps faisant un petit commentaire, les infirmières de passe sont des infirmières coordinatrices, infirmières de gestion de parcours complexes, mais elles ne sont pas upgradées officiellement pour ça. Et c'est intéressant de faire le pendant entre votre profession et le travail fait par les infirmières de passe. Oui, bonjour, Mathilde Catala, je suis médecin généraliste à la Passe Saint-Louis et dans une maison de santé dans le 19e. J'ai trouvé vos échanges très intéressants et notamment le fait d'aborder enfin la ville et l'hôpital. Moi, je m'interrogeais sur l'évolution de la profession de médecin généraliste, justement, avec vos échanges, avec l'émergence de nouvelles pratiques, comme vous évoquiez, infirmière de pratique avancée en coordination de parcours complexes. Quand vous dites que le renouvellement d'ordonnances qui sera fait par les infirmières de coordination de parcours complexes sera fait par vous et permettra de libérer du temps médical aux médecins généralistes, je m'interroge sur ce que vous appelez le temps médical. En fait, pour moi, la relation médecin-patient, notamment en médecine générale, se construit au cours du temps.
permet justement d'avoir une histoire partagée, une histoire commune, et c'est ce qui va permettre de créer une confiance et un colloque singulier. Donc, pour moi, le renouvellement d'ordonnance est aussi un temps médical. Donc voilà, je voulais savoir et comment va évoluer notre profession et à quoi elle va être réduite, même si je trouve ça très bien. Alors, je vous parle de ce qui se passe aux États-Unis depuis 60 ans, de ce qui se passe au Québec, de la façon dont travaillent les médecins et les infirmières spécialistes cliniques et les infirmières praticiennes. Donc, c'est ce qui se passe là-bas. Ça n'enlève, si vous voulez, c'est du temps. Je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est du temps médical. Qui sera plus favorisé sur un problème aigu, en fait. Ça permettra d'être plus... Mais ça ne veut pas dire que le médecin ne rencontrera plus son patient, bien au contraire. Et du fait que la loi de santé, elle parle bien d'un métier qui est coordonné par le médecin, il y aura toujours, justement, alors il en parlait tout à l'heure, on parle des systèmes d'information, mais obligatoirement, il y aura un retour qui sera fait au médecin. Une infirmière de pratique avancée qui rencontre un patient, obligatoirement, elle ne restera pas comme ça dans son coin. Elle se sera en coordination avec un médecin. Une infirmière de pratique avancée qui sera dans de la coordination de soins à l'hôpital, comme ça se passe maintenant, mais on n'a pas le même niveau, effectivement, puisque les niveaux n'existent pas encore en France. Il y a toujours une coordination qui est faite avec le médecin. Donc, c'est pas prendre le temps au médecin, en tout cas. Absolument pas. Pour moi, faire juste de l'aigu, c'est pas forcément de la médecine générale, ça on est d'accord. Et on n'est pas du tout dans une logique concurrentielle, et au contraire, moi la collaboration, je trouve ça très bien. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi une manière d'avoir une médecine au moindre coût? Parce que c'est sûr que... Non, enfin, voilà Alors, moi, je suis infirmière de formation. J'ai une vision globale du soin, j'ai une vision d'un être biopsychosocioculturel. Je m'attache pas du tout à des diagnostics médicaux et je me permettrai pas de faire un diagnostic médical. Il y a des choses qui vont m'interpeller, il y a des choses que je vais voir et en tant qu'infirmière puéricultrice, je peux avoir des parents qui viennent avec leur enfant et on est simplement sur des conseils de puériculture. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir le pédiatre pour avoir tous ces conseils ? À l'heure actuelle, il n'y a que la PMI qui propose ça, sachant que les PMI ont de moins en moins de moyens et sont de moins en moins nombreux. Donc ça crée un engorgement des urgences pédiatriques, en tout cas. Et ça, il y a des études scientifiques qui le prouvent et qui le montrent. Et on a un engorgement des urgences pédiatriques pour des problèmes de puériculture et non pas des problèmes aigus. Donc le pédiatre va rencontrer également des enfants et leurs parents dans ces problèmes-là, simplement de conseils. Donc on est sur ce cadre-là en fait. Et donc ça n'enlève en rien la consultation médicale et le lien que le patient peut avoir avec son médecin. J'avais juste une question pour M. Gendry. En fait, c'est super. Donc, les maisons de santé, l'avènement des pôles de santé et des maisons de santé a été un peu extraordinaire pour nous, puisque c'est un accès aux soins territorial augmenté. Par contre, au niveau des passes, c'est sûr que notre objectif fantasmatique, c'est quand même un retour au parcours de soins coordonné de ville. Et donc, c'est ce dont vous semblez parler. Par contre, il est vrai que financièrement, tout est plus difficile à l'hôpital, mais tout est plus difficile en ville, notamment au niveau des CCAS, des associations. Et les centres de premier recours ou les centres de santé de ville ferment peu à peu. Et donc, il y a un retour d'une patientèle en précarisation sur les hôpitaux. Et ça s'est fait partout. Maintenant, la problématique de la maison de santé, c'est que moi, j'ai vu aucun volet précarité dans les maisons de santé et pôles de santé. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que nous, c'est ça qui nous intéressait, parce que justement, c'était le relais de ville au parcours de soins coordonnés, justement par un médecin référent de maison de santé chez des patients précaires. Alors, sans droit, avec droit, je comprends que sans droit, ça va être compliqué, mais à la limite que nous trouvions les droits ou l'accès aux droits, nous,
fasse très bien, et qu'après il y ait ce suivi, mais avec une référence chez vous pour qu'il y ait ce parcours et ce suivi chez vous. C'est là que justement la réflexion de bon nombre de maisons de santé bute sur la dimension sociale. Et donc c'est justement ce qui est en train d'être expérimenté dans quelques maisons de santé, mais vraiment à titre expérimental sur cet aspect médiation santé pour rechercher l'acquisition de droits, enfin, la régularisation, mais aussi justement l'intervention de services sociaux, d'assistantes sociales dans l'équipe de la MSP, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore expérimental, avec des financements qui sont là aussi soit expérimentaux, soit mis à disposition de personnel de l'assurance maladie, mais là aussi dans des situations expérimentales. Et clairement, on est vraiment dans quelques maisons de santé à tester ces choses, ces dispositifs. L'expérience, c'est de capitaliser sur ces dispositifs et montrer qu'au-delà du seul statut libéral, pas libéral, on puisse répondre à ces enjeux de précarité. La précarité, c'est aussi dans les zones rurales et pas forcément avec des populations sans papier. C'est aussi la précarité, c'est aussi ça, et avec des gens qui sont en non-droit. Et naturellement, quand je parle de projet de santé, c'est aussi une problématique d'accès aux soins pour ces populations-là, qui sont vraiment le quotidien des infirmières comme des médecins de zones aussi difficiles. Et puis il y a aussi des maisons de santé dans des quartiers difficiles, y compris pas très loin d'ici. Et c'est vraiment un souci quotidien de ces équipes, quoi, en fait. Mais là, je n'ai pas de réponse. On est dans la bonne maison pour réfléchir et alerter sur ces dimensions d'équipe de soins primaires. C'est une réorganisation des soins primaires. Si on veut que les gens atterrissent pas aux urgences ou à l'hôpital, il faut trouver des solutions, y compris pour les structures de soins primaires. Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est juste une remarque que je voulais faire, parce que la question sur qui peut avoir ce rôle de coordination pour les patients, pour qui ont des parcours en particulier les plus complexes, et on n'a pas mentionné les réseaux. Je suis médecin dans une PAS et dans un réseau de santé. Donc les réseaux, l'avantage, il me semble, par rapport aux PTA, outre le fait que les PTA, il n'y en a pas encore partout, les réseaux probablement pas non plus, mais on est vraiment en appui aux professionnels de santé. On peut aller faire des visites au lit des patients, on peut aller participer au RCP, ensuite on va au cabinet du médecin généraliste, on va au domicile des patients, on a une connaissance du territoire parce que c'est des territoires qui sont assez limités, et il me semble que c'est un des rôles des réseaux. En plus, on a des outils informatisés, partagés, etc. Ça peut être une piste supplémentaire. L'idée, c'est pas d'ajouter encore des dispositifs et des dispositifs. L'idée, c'est de trouver pour chaque patient quel est le parcours le plus précis. S'il y a une infirmière de coordination, très bien. S'il y a une infirmière et un kiné et un médecin et une orthophoniste, etc., là, peut-être que le réseau peut avoir un rôle intéressant. Je suis d'accord avec toi par rapport au réseau et par rapport au PTA. Je m'interroge aussi sur nos patients complexes qui sont dans nos PAS, qui sont justement hors réseau. Et là, je pense qu'on a des choses à inventer. Et je pense que ça passe aussi par la connaissance des territoires. Parce que là, on a parlé surtout du médico-social et du soin. Mais toute la question ce matin, on a eu la question de l'hébergement qui est vraiment... Et je pense que ça passe vraiment par cette connaissance du territoire. Et que celle-là, elle est encore à bâtir mieux, quoi. On a beaucoup de travail encore à faire. C'est sûr, sur les hors-réseaux, nous, on a un réseau historiquement accès aux soins. L'ARS nous a demandé de faire, comme les autres réseaux, de l'oncologie, des soins palliatifs et de la gériatrie, la gérontologie, et on a décidé qu'on gardait la thématique de l'accès aux soins. Et donc, quand on nous sollicite pour une situation, on n'a pas de patients qui sont hors critères. Enfin, voilà. Par définition, le patient en situation complexe, c'est le patient en situation complexe. Et voilà, donc on a les situations. On est limité. Alors c'est l'avantage aussi de travailler avec les PAS, parce qu'il y a plein de choses dans la ville qu'on ne peut pas faire. Par exemple, de dispenser des médicaments, le pharmacien de ville, il ne va pas donner les médicaments. Donc on fait le lien avec la PAS et c'est un échange régulier pour éviter les ruptures de parcours.
si je puis me permettre, est-ce que je finis? Si je puis me permettre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je suis représentant de réseau, en plus, même si je ne dirige pas, je suis membre du conseil d'administration d'un réseau. Mais le problème que nous avons, dans tous les cas de figure, c'est que ce sont des dispositifs, malgré tout, avec le nombre d'années que ça existe, expérimentaux, sur budget non pérenne. Et tout est remis. Et non, mais c'est très important, parce que vous parlez de réseau, et tout à l'heure je disais, il existe toutes les réponses possibles existantes. Sauf que l'ensemble du système n'arrête pas d'être expérimenté. Et je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on en arrive à une situation de pérennisation. Parce que les réseaux ne sont pas payés sur des actes, mais ne font que... ils sont payés sur un budget avec forfait, et ils doivent assurer un certain nombre de cas, et derrière les envoyer vers les bons professionnels de santé libéraux qui vont... Mais donc il faut qu'on règle le problème avant de l'accès aux soins. Donc c'est pour ça que la spécialisation, votre spécialisation, c'est l'accès aux soins, la nôtre aussi. Donc il existe des réponses possibles dans tous les cas de figure. La problématique auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle, c'est au-delà des populations migrantes, c'est la montée des précarités de toutes sortes et un niveau d'acculturation de l'ensemble des usagers que nous prenons en charge de plus en plus importante. C'est ça. Alors, est-ce que ils sont moins cultivés qu'avant, ou est-ce que le système s'est complexifié? Je pense que c'est le système qui s'est complexifié aussi pour répondre à toute une série d'urgences médico-sociales dans tous les sens. La difficulté que nous avons, elle est là. C'est pas que nous travaillons mal d'un côté ou de l'autre, ou moins ou mieux d'un côté ou de l'autre. C'est simplement que les situations et les dispositifs qui ont été imaginés sont ingérables pour le commun des mortels, quoi qu'on en pense. Quoi, je sais pas, voilà. Et ça coûte une fortune. Alors on parle d'efficience, je rappelle qu'on est au ministère des Solidarités et de la Santé, et on parle d'efficience maintenant. On parle d'efficience et d'utilité du soin, etc., mais au coût... Bon, très bien, tout ça c'est super. Sauf que on peut contraindre qui on veut, on peut essayer ce qu'on veut, à partir du moment où on n'a pas la capacité de pouvoir gérer chaque cas, parce que c'est un individu, un être humain, on perd de l'argent et on perd des êtres humains en ligne, si je puis me permettre. Et je voudrais encore une fois alerter sur le fantasme du tout connecté, de la gouvernance par l'information. Je crains que ceux qui ne disposent pas des droits nécessaires ou de le moindre virgule qui manque ne rentrent pas dans ces cases. Voilà, surtout, voilà, en ville. Merci. Le patient qui rentre chez lui avec une multitude d'ordonnances, qui vient de passer 2 ou 3 jours en hospitalisation, l'hôpital le laisse sortir. Est-ce que l'hôpital s'est intéressé de savoir dans quel logement il était, s'il avait des personnes à côté? Non. Et ensuite... Alors, pardonnez-moi, j'ai rien dit. Non, mais voilà, c'est tout ça. Le réseau, effectivement, le réseau, il est en appui aux professionnels. Il est là sur une coordination générale. Mais le patient, lui, qui est là, lui, il se sent tout seul. Et je parlais tout à l'heure de la complexité du patient, lui, l'interroger, lui, sur ce qui est complexe dans sa prise en charge, en fait. Et à l'hôpital, on lui a dit des choses. Est-ce qu'il a tout entendu? Est-ce qu'il ne faut pas refaire un deuxième passage au domicile? Est-ce que un diabétique qui sort de l'hôpital avec une adaptation de traitement qui va très bien, il rentre à la maison et les glycémies explosent. Et pourquoi est-ce qu'elles explosent? Parce que la dimension hospitalière n'est pas la même qu'à domicile, et à domicile, il ne va pas manger la même chose, il n'y aura pas les mêmes... et c'est au plus près du patient, en fait. On a le temps pour répondre. Juste une dernière remarque, parce qu'on est pressé par le temps, là. Oui, excusez-moi, c'était juste pour vous donner une information. Isabelle Chabin-Gibert, je suis la responsable du département précarité à la RS Île-de-France. Tout à l'heure, on a parlé on a posé la question, mais qu'est-ce qui se fait en ville pour les patients précaires complexes?
a été cité un certain nombre d'expérimentations dans les centres de santé. On a cité aussi les réseaux de santé précarité, accès aux soins. C'est vrai qu'en ce moment, il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place, et notamment au niveau de l'Île-de-France, on est en train de tester des expérimentations de passes ambulatoires ou passes de ville ou passes de proximité. On ne sait pas bien comment les nommer, mais qui viennent compléter, enrichir l'offre des passes hospitalières, non pas faire à la place, mais venir en complément. Et on se rend compte que c'est un dispositif qui marche vraiment bien. Et là, on est en train de l'élargir. Donc voilà, c'est un embryon de réponse, mais on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui se fait, qu'on essaye d'adapter aussi les dispositifs. Alors, ce n'est pas des financements pérennes, on est bien d'accord, mais on sent qu'il y a quelque chose là qui bouge. Je voulais juste vous dire qu'à l'hôpital, on a déjà commencé à avancer une question au président des pôles et maisons de santé. Est-ce qu'il a une politique vis-à-vis de la formation des médecins généralistes? Car à Grande Aquitaine, j'ai eu l'occasion de conseiller l'ARS et il y a plusieurs maisons de santé que je connais et qui n'ont pas de généralistes. Ça, c'est la question. Et la remarque, la remarque est pour M. Salah. J'ai été sollicité par l'Université de Montréal, je crois que quelqu'un d'entre vous en a parlé, qui tente de faire un corpus des compétences des patients experts destinés au grand public. Alors sur la première question, sur la formation pluripro, c'est vraiment un enjeu. Il y a quelques facs qui commencent à organiser des modules pluripro de formation au travail pluridisciplinaire, à la prise en charge de patients en pluridisciplinarité. Mais c'est encore très, très embryonnaire et bien trop embryonnaire. Et en plus, autre point sur la formation continue, c'est un peu plus actif. Mais on bute aussi sur les problèmes de financement, puisque les financements sont souvent profession par profession, et organiser une formation pluripro, c'est très compliqué. Par contre, je suis étonné, une maison de santé sans médecin généraliste, normalement, ça ne doit pas être une vraie maison de santé. Peut-être une dernière intervention ? Oui, bonjour. Je représente M. Pascal Million-Chénin, qui n'a pas pu se déplacer, donc qui est secrétaire général de la Conférence nationale de santé. Donc c'était simplement pour vous dire qu'il existe un bureau qui a un rôle de coordination par rapport aux associations de patients. Et donc vous pouvez le joindre, je pourrais vous laisser ses coordonnées. C'est Madame Bernadette de Victor qui est présidente de la Conférence nationale de santé et le docteur Emmanuel Ruche, vice-président, qui a abordé les problèmes de lisibilité des informations, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et je pourrais vous faire passer, si vous voulez... limiter la charte du parcours de santé aussi. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Merci beaucoup pour ces contributions.